Bonjour Jean Lebrun, ça n'en a pas l'air, mais je suis très intimidée parce que je vois le visage d'une voix qui me parle tous les jours sur France Inter. Présentateur, historien, ancien professeur, journaliste, donc c'est en tant qu'auditrice et passionnée d'histoire que je suis là. Qu'est-ce qui marque le plus avoir été élève dans un collège de jésuites ou étudiant à la Sorbonne à l'époque de mai 1968 ? Mai 68, pour quelqu'un qui avait été dans un collège pendant de longues années, c'était surprenant. Je voyais dans la cour un étalage de publications de sectes diverses dont j'ignorais l'existence, le nom, les circonvolutions. Au total, quand même, à bien y réfléchir, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en matière de prise de parole en mai 1968, mais les formes politiques que prenait cette prise de parole étaient datées, anachroniques. Et je pense que mon collège était beaucoup plus moderne. Tout le monde pense que j'étais dans un collège de jésuites. J'étais seulement dans un collège de maristes, les pères de la Société de Marie, qui avaient des antennes à Wallis et Futuna. De temps en temps, il tombait du ciel un évêque descendant du siège de Saint-Pierre-Chanel, dont j'imaginais qu'il évangélisait des Indiens. C'était formidable, le catholicisme des années 60 en France. Il était à son zénith, parce qu'il bénéficiait de l'accumulation de l'expérience théologique de grands penseurs, il bénéficiait de l'expérience de la résistance, il bénéficiait du climat de Vatican II. Je lisais Combat, dès 15 ans. Tous les jours, Combat mène le combat de l'intelligence française, de la résistance à la Révolution. Et j'ai fait mes premiers journaux dans ce collège, des journaux renéotés sur stencil. Je me souviens du père préfet des études qui m'avait convoqué un jour parce qu'il y avait quand même pas mal d'élèves Algérie française d'extrême droite dans ce collège. Et il m'avait dit, il y a des parents qui protestent contre le contenu de ton journal. Mais il m'avait laissé continuer à le faire et il m'a donné le goût du journalisme, ce collège. Quelle est la meilleure situation pour communiquer sa passion de l'histoire ? Ce que vous faites très bien, c'est d'être professeur, ce que vous avez été, ou d'être journaliste ? Journaliste, je vais vous dire, parce qu'on a une pluralité de points de vue chaque jour. On passe d'un milieu à l'autre, on s'adapte avec le plus de simplicité possible, un peu comme un caméléon. En même temps, moi je pense que, vu ce qu'est devenu le journalisme, chacun dans sa mangeoire, derrière son ordinateur, avec la tête qui dépasse à peine, des casques sur les oreilles, un peu comme des vaches dans une étable, je pense qu'on est plus utile quand même dans l'enseignement. Après une brève retraite et un long parcours à France Culture, vous êtes arrivé sur France Inter et vous avez changé le titre de l'émission dont vous preniez la case horaire. Ça s'appelait 2000 ans d'histoire et vous avez titré La marche de l'histoire. Et je trouve que c'est un titre excellent, peut-être parce que l'émission marche, mais aussi parce qu'il est simple et qu'il est évident. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré ce titre. Il n'y a rien de plus beau que de faire route en marchant, avec les pieds sur le sol. Donc être là, dans un beau pays, pas pressé, par un beau temps, rien de plus enviable. Donc la marche de l'histoire, c'est déjà 4 ans d'existence, ça fait à peu près 500 invités, dont la très très grande majorité en direct. Et je voudrais savoir si vous êtes tombé sur des invités incontrôlables. Non, je n'ai pas le souvenir d'invités ingérables, parce que cette émission, ça se veut quand même une sorte d'article d'encyclopédie avec une machinerie très en ordre. Les bornes sont posées et l'improvisation est limitée. Enfin, comme me disait un jour un grand de la radio de la France Libre, c'est bien le bras parce que c'est très préparé, ça permet l'improvisation. Oui, mais enfin, l'improvisation est balisée. Non, j'ai jamais eu d'expérience malheureuse. J'en ai eu à France Culture quand je faisais des émissions plus aventureuses. Quelle est l'émission qui a fait le plus d'effet au public ? Des réactions qui peuvent être soit positives, soit négatives, mais qui a vraiment trouvé un public réactif, comme vous devez les aimer aussi. Récemment, une marche sur le capitaine Sankara, celui qui a créé le nom de Burkina Faso, qui remplace celui de Haute-Volta, le pays des hommes intègres. Alors, beaucoup de nos auditeurs ont une dévotion pour le capitaine Sankara, qui avait appelé à ses côtés Pierre Rabhi pour faire sa réforme agraire, et puis qui reste comme une sorte de Che Guevara du continent noir, mort, assassiné dans des conditions troubles.
Et la journaliste qui l'avait beaucoup fréquenté a un peu défloré le mystère et elle en a fait un homme ordinaire. Et l'image de chevalier croisé que beaucoup de nos auditeurs avaient a été froissée. En plus, elle a expliqué qu'elle était grande, brune, et que lui préférait les blondes. Et donc, beaucoup d'auditeurs ont crié au racisme. Au bout de beaucoup d'années consacrées à l'histoire, est-ce que vous pensez que c'est davantage un art ou une science? Art et science, non? Ça se marie bien. C'est une science incomplète, et que les universitaires, pour lesquels j'ai le plus grand respect, et qui la pratiquent dans le respect de règles qui sont nécessaires, ont parfois tendance à rendre académique. Je crois que ça doit voisiner avec l'art, peut-être même avec la poésie, parce qu'il s'agit d'exprimer ce qui est sous la surface, en tout cas avec le roman. Michelet disait que tout en histoire finissait en roman, et Chateaubriand avait une très belle phrase: l'histoire chevauche la croupe du roman. Est-ce que vous avez un historien qui a été comme un maître à penser, si vous en avez J'ai un maître, et je pense à lui de plus en plus, et quotidiennement. Son nom n'est pas connu du grand public, il s'appelle Alphonse Dupron, il aurait 110 ans, c'était un immense historien de l'expérience spirituelle. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris l'importance de l'oralité, parce que c'était un homme qui ne publiait que dans des revues rares. Sa grande thèse sur la chrétienté et l'idée de croisade a été publiée de manière posthume, parce que sur son lit de mort, il était en train encore d'en réviser les notes. C'était donc le maître de l'oralité. Il nous apprenait à comprendre que la transmission se faisait d'abord par là, et c'était le maître de l'hospitalité. Enfin, il disait que on devait avoir l'âme concave et qu'on devait être dans la curiosité, dans le dialogue, dans la réciprocité. Et puis enfin, il m'a appris une autre chose, c'est que l'histoire, c'est un mixte de temporalités qui se chevauchent les unes les autres, qui se confrontent les unes les autres, mais qui sont toutes agissantes simultanément. Alors, il avait une phrase qui consistait à dire que le passé était toujours en latence, rien ne mourait jamais, et que l'événement attendait de surgir, c'était la puissance du nouveau, latence et puissance. Alors chaque fois que l'occasion me donnait de reconnaître ma dette à Alphonse Dupron, qui était aussi le maître de Mona Ozouf, je le fais. Pour faire référence à des noms d'historiens plus connus du grand public, au XIXe siècle, il y a 3 noms qui s'imposent. Chateaubriand, Lamartine, dont on ne sait pas assez que c'est un historien, mais qui a écrit une belle histoire des Girondins, et Jules Michelet, qui est certainement le plus populaire des 3. Quel est celui avec qui vous avez le plus de relations intimes, qui serait votre historien de chevet, que vous aimez lire ou relire? Je peux me laisser emporter par Lamartine, que je ne relis pas, que je lis, parce que je ne l'ai pas beaucoup fréquenté. J'aime infiniment Michelet à cause de son côté archiviste. C'était un homme qui, jeune, se promenait avec une bougie dans les salles des archives nationales où il était garde, et qui aussi, ça c'est le deuxième côté, montait sans arrêt dans un coche d'eau, dans une diligence, pour aller voir les choses telles qu'elles étaient. Mais enfin, des 3 noms que vous citez, celui qui m'est le plus familier, je ne sais pas si c'est un historien vraiment, c'est Chateaubriand, parce que je suis pas loin comme Chateaubriand, donc sur les remparts, on se prend toujours un peu pour Chateaubriand quand on est adolescent. Et j'aime bien l'attitude de cet homme qui était assis sur des ruines, qui savait quelle était la latence du passé, mais qui ne pensait pas que le passé pouvait se répéter. Il n'y avait rien de pire, selon lui, que l'imitation du passé, la restauration imbécile de ceux qui n'avaient rien appris, y compris à l'époque de Charles X. Et il avait l'âme concave et il acceptait l'avenir, il acceptait ce qui allait survenir, parce qu'on ne peut pas empêcher la circulation des mondes et la circulation des idées. À quelle époque est-ce que vous auriez aimé vivre et pour y faire quoi? Pas pour le plaisir de vivre, mais pour accomplir une mission, découvrir l'Amérique, vous occuper des pauvres, enfin voilà. L'historien Michel ne peut pas vous répondre autrement que l'époque où je vis. Marc Bloch, quand il était pris dans l'Exode, qui savait qu'il allait, après la résistance qu'il envisageait de faire de suite, peut-être connaître la mort, et qui voyait s'effondrer tout ce à quoi il croyait,
dans L'étrange défaite, il ne parle que du présent, et il dit qu'il faut être dans le présent. Je pense que c'est le présent qui a l'initiative du passé. Et donc, un historien pour moi, c'est quelqu'un qui lit le journal, qui lit Hérodote.net et tout ce qu'il y a sur le net, et qui part de ça, et qui part des questions que fabrique aujourd'hui sur le passé. Alors, rien ne me déplaît plus que celui qui se réfugie dans une époque où il aurait aimé vivre et qui cultive la nostalgie. Il n'y a pas beaucoup de péché en histoire, mais il y a la nostalgie comme péché capital. Dans l'histoire, est-ce que vous avez un héros préféré ? Je n'aime pas beaucoup la notion d'héroïsme. Les vrais héros vous expliquent, j'en ai connu quelques-uns qui ne le sont pas, et vous allez peut-être le trouver marxiste, mais je vais faire des réponses désignant des personnages collectifs. Le moine, celui qui prie pour vous sans que vous le sachiez, dont vous ne savez pas qu'il prie pour vous. Et puis j'ai une dilection aussi, mais ça c'est lié à l'histoire familiale, qui n'est pas seulement une histoire paysanne, mais aussi une histoire maritime pour le matelot que sa famille a envoyé au port, sabot aux pieds, qui est là, le sac sur l'épaule et qui va partir à la grande aventure. Pour moi, ce sont les personnages collectifs que je préfère. Pas de héros, donc pas non plus d'héroïne préférée. Ah si, l'héroïne, je dirais la babouchka russe, de la même manière. Parce que on ne peut pas imaginer le malheur qui a été celui de ces femmes, génération après génération, et que seraient devenues les églises orthodoxes, la ville de Leningrad, les familles russes, sans la babouchka. Est-ce qu'il y a un personnage historique que vous détestez, enfin que vous n'aimez pas, voilà? Je vais aller prendre un exemple aujourd'hui, mais ça a un rapport avec l'histoire. Il y a un individu que je ne citerai pas qui a acheté un grand palace à Paris, donc un palace qui avait une histoire, et qui n'a pas rêvé mieux que d'organiser une grande soirée de démolition, à laquelle il a convié ses congénères en vulgarité, en frivolité, qui, armés de masses, ont cassé les meubles qui n'avaient pas encore été mis aux enchères, les murs, les lambris, les moulures. Et cet individu, ensuite, s'est adjoint les services d'un ancien ministre de la Culture, qui avait un carnet d'adresses à vendre, et il a voulu faire la même chose avec l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Enfin, Dieu merci, il a été arrêté. Non, ce que je déteste, moi, c'est les gens qui cherchent à rendre insignifiant le passé. Il y en a beaucoup dans le monde contemporain, parce que le monde contemporain, c'est une vaste conjuration pour rendre le passé insignifiant. Est-ce que vous auriez un personnage historique que vous auriez rêvé d'inviter si la radio avait existé Un personnage de Port-Royal. Mais j'ai essayé de le faire d'ailleurs une fois, pas à France Inter, mais à France Culture. En grand arroi, un matin, on s'était placé à Port-Royal des Champs. Et rien n'a fonctionné. C'était quand même étonnant parce que les outils, les antennes, les micros se rebellaient. Et plus on descendait vers la partie la plus janséniste de Port-Royal des Champs, où à l'époque était réfugiée la Société des Amis de Port-Royal qui tient le cimetière, plus les incidents se multipliaient. Et quand le camion, après cette émission parfaitement ratée, est rentré sur Paris, il a eu un accident. Est-ce que vous auriez pu inviter Hitler dans les années 1930 ? Bien sûr que non. Il ne faut pas laisser le moindre place à la barbarie. Il ne faut pas la laisser enchanter le monde. Parce que par la radio, il a enchanté le monde. Et d'ailleurs, vous savez que tous les gens qui en sont allés solliciter et ont obtenu des interviews de Hitler, je parle de tel ou tel témoin de la presse française, hélas, Jouvenel et d'autres, n'ont pas eu en général un comportement admirable dans les années qui ont suivi. Et même pas pour lui poser une question qui aurait pu le mettre mal à l'aise, si tant est qu'il ait pu être mal à l'aise. Churchill, opposant, et qui pouvait avoir de la bienveillance pour les régimes autoritaires, je crois, vers 1933-1934, avait prévu de rencontrer à Berlin le nouveau Führer, et puis il avait dit à un de ses adjoints, j'aimerais bien lui poser une question du genre, mais pourquoi le fait d'être né juif, alors qu'on n'en est pas responsable, nous amène nécessairement à être persécutés. Et Hitler a annulé le rendez-vous quand il a su que Churchill risquait de lui poser sa question.
Il y a aussi une autre question que j'aurais pu aimer lui poser. Je vais vous assassiner, est-ce que vous avez peur? J'ai beaucoup de respect, moi, pour ceux qui ont tenté d'assassiner Hitler. Quand les dessins qu'il avait étaient connus et que sa puissance n'était pas encore suffisante. J'ai beaucoup de respect pour Henri de Kérillis, Xavier de Haute-Cloque. C'est souvent des aristocrates, d'ailleurs Robert d'Harcourt, qui parmi les premiers ont dit dans la presse française ce qu'il fallait penser du sujet. Si vous aviez pu interviewer Napoléon, vous auriez préféré le Napoléon du soir d'Austerlitz ou du soir de Waterloo? Je ne suis pas atteint du mal napoléonien, je n'aurais pas été très désireux, je crois, d'écouter le monologue de Napoléon. Moi, j'aime bien ce qui est réciproque. Quand même, Napoléon concevait le pouvoir comme le moyen de parler tout seul et de faire taire les autres. Bon, j'aurais préféré sans doute le rencontrer après Waterloo. À Sainte-Hélène. Oui, ou à Sainte-Hélène. Oui, Sainte-Hélène, je comprends qu'on puisse avoir une fascination pour Sainte-Hélène. Quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous auriez pu risquer votre vie pour défendre une valeur républicaine, une cause, une idée? Ça, personne ne peut dire qu'il aurait eu ce courage, et moi, le dernier. Mais puisque vous aimez les citations, j'en ai entendu une l'autre jour qui dit en substance que la jeunesse est le plus bel âge, c'est dommage que ça intervienne trop tôt. Je pense que je sais maintenant où sont les ennemis, que ma détermination serait beaucoup plus grande et ma lucidité plus efficace à mon âge aujourd'hui. J'essaye de me préparer à ce que je pourrais faire à 70 ou 80. Quelques semaines après l'attentat contre Charlie Hebdo, est-ce qu'on peut dire que c'est une belle mort, autrement dit une mort qui avait un sens? Est-ce que vous pourriez dire cela? Je vais peut-être vous répondre de manière cynique. Les morts de Charlie Hebdo, à quoi il faut ajouter les morts de l'hyper-cachère, parce que c'est l'attaque de la France de Voltaire et l'attaque de la France de Dreyfus. Et tout ça à avoir. Ils ont provoqué évidemment un moment d'union. Il y a eu à Beaucaire 800 personnes qui ont crié autour de Marine Le Pen, dehors les bougnoules, ici nous sommes chez nous. 3,5 millions de personnes dans les rues, à quoi il faut ajouter les gens qui se sont déplacés dans le monde entier, puis les gens qu'on n'a pas comptabilisés, qui se sont déplacés dans les villages et les petites villes autour des monuments aux morts. Mais j'allais vous dire de manière un peu cynique, ça a déplacé 300 voix dans le Doubs aux élections suivantes, et ça n'a pas bougé profondément les rapports de force qui demeurent stables et qui sont enracinés depuis longtemps dans le pays. Mais ça nous a donné, à nous qui pouvons avoir un esprit de concorde, de réconciliation ou de résistance, des raisons de penser qu'on n'était pas seul. Et donc là, c'est une mort utile. Enfin, il y a ceux qui sont morts et puis il y a ceux qui sont survivants. Je pense à Philippe Lançon qui vit maintenant avec un trou dans la mâchoire et qui, quand on l'interroge, alors qu'est-ce que tu penses de ceci, fait répondre son trou. C'est le trou qui répond aux interrogations. On peut dire sur Hérodote.net que Bernard Maris avait mis le dernier mot à un livre sur ses raisons d'aimer la France et que ce livre sort posthume et que ça va être un très beau cadeau. Je sais que vous êtes un amoureux de théâtre. Si on vous faisait le cadeau d'une nouvelle vie à vivre, est-ce que vous pourriez être un comédien professionnel ou un metteur en scène? Moi, je crois, oui, que le métier de comédien me plairait bien. Mais quand j'étais petit, j'hésitais entre journalisme. Au collège, j'avais fait mon journal sur une Ronéo avec les Stelsil, historien. Je lisais Mallet Isaac quand j'étais malade à 10 ans, le Mallet Isaac de ma sœur. Et comédien, je me déguisais en mousquetaire et je me regardais dans la classe. Mais il y a quelque chose dans l'atmosphère du théâtre que j'ai toujours goûté. J'ai fait un peu de critique de théâtre alors que je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la critique de théâtre. Mais enfin, pourquoi pas ne pas se lancer ignorant et inconscient. J'ai aimé fréquenter des comédiens le soir, dans les pièces que j'allais voir dans les régions. Et j'éprouve un immense plaisir à être dans le vaisseau du Vieux Colombier quand le lundi après-midi on fait répéter les comédiens du français qui restituent donc ces débats parlementaires
Nous cherchons dans les archives du Palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg. Le rôle qui m'irait le mieux, c'est celui de dramaturge. Et c'est celui auquel je me tiens d'ailleurs dans les répétitions du français que j'évoquais. Peut-être là, dis-je prudemment, au monstre du français, Danton a-t-il pensé que... et là, il faudrait peut-être accentuer cette idée parce que, savez-vous, au même moment, il se disait dans la presse ceci ou cela. C'est beau le rôle de dramaturge, de contextualiser la pièce. Les Français ont une passion pour les citations. Est-ce que vous pouvez nous faire le cadeau pour finir d'une citation que vous aimez? Julien Benda, l'auteur de La trahison des clercs. Ce ne sont pas les morts qui nous gouvernent, c'est nous qui gouvernons les morts. Belle leçon pour l'historien. Jean Lebrun, je voudrais vous remercier d'avoir accepté ce jeu de rôle, donc, où les rôles sont inversés. Et je voudrais surtout vous remercier de votre sincérité et de la simplicité avec laquelle vous avez répondu.